Plutôt bien conservé quand même pour une vieille peau. Pourquoi est-ce qu'un talon ça doit être féminin ou masculin? Et pour moi c'est juste un objet qui se construit et qui se détruit. Ce qu'on me faisait en tout cas souvent remarquer, c'était la hauteur et la forme de mes talons. Donc vous allez assister à des choses que personne n'est censé voir. Donc là vous voyez, donc vous utilisez bien voilà ce truc. Plus qu'un tuto make-up, le truc que je rêve faire, tu sais, c'est les cooking shows, mais en drague. Première étape pour tout bon maquillage, mettre une capote sur la tête. Au nom de la perruque, du bracelet gauche, de ton collier en strass et de tes talons aiguilles, quoi. C'est primordial. Il faut des talons, un bon make-up, pas de perruque, pas forcément, et surtout un très grand. Le queer est un mot assez récent. Il y a plusieurs dizaines d'années, dans les pays anglo-saxons, il y avait un seul mot qui était drag. Et tout le monde rentrait dans drag, qu'il soit travesti, qu'il soit artiste, transformiste, drag queen, c'était des drags. Le queer, c'est un petit peu pareil, je trouve, c'est-à-dire qu'on met un petit peu tout. Voilà. Et ensuite, pour être sûr que le démaquillage soit bien le plus douloureux possible, on va cercler le wig cap avec un bon gros scotch de déménagement pour être sûr de bien se détruire la peau. À la base, c'est un terme hyper général pour dire en gros pas pareil. Dans l'identité même de cette communauté, il y avait le fait de revendiquer d'être au-delà des normes. Pour ce qui est des catégorisations actuelles dans le milieu queer, LGTB, QQPP, III, TTT, etc., ça fait long. Je pense trop d'étiquettes, c'est enfermant. Aujourd'hui, les gens ont besoin d'étiquettes pour se rassurer. On cumule quelque part toutes les raisons de se faire casser la gueule. Et il y a eu vraiment un besoin de se souder autour de ça et de dire, bah voilà, nous on est les laissés pour compte, mais on en fait une force, on en fait une culture avec nos codes. Maintenant que vous avez bien bloqué vos sourcils, on va commencer à effacer le garçon. Il y a plusieurs catégories dans le queer, mais je pense qu'il y a autant de catégories que d'imagination. Il y a quand même voilà, les travestis, on est plutôt sur de la vie courante, c'est-à-dire c'est plutôt un mode de vie. Il va y avoir les transformistes, où là, il y a justement il y a ce mot se transformer, et il y a un but derrière que je trouve artistique, tout un travail artistique. Je ne dis pas que les travestis, il n'y a pas de travail, parce qu'ils travaillent finalement leur propre eux. Moi, je me placerais plutôt dans cette catégorie drague putassière. On n'est pas là pour être beau. Il y a le sujet de la nuit noire, de l'oiseau de nuit, qui est quand même assez présent dans le personnage. C'est un personnage qui peut être plutôt sexué. Voilà, donc toujours y aller avec beaucoup de parcimonie. Voilà, surtout ne pas trop en mettre. Donc, le queer, c'est le mélange de l'extravagance, du drag, de la féminité et de la masculinité mélangée. Il y a une notion de virilité dans le queer. Ensuite, donc, nous allons attaquer le contouring. Je choisis à peu près donc, les nuances qui sont les plus proches et qui me correspondent le plus. Et je tapote comme ça. Voilà, je montre bien à la caméra, voilà, on tapote. C'est des milieux où les gens sont très dans la revendication, dans l'affrontement, dans la confrontation, dans le bâtissage de théories très rigides. On donne à voir, mais il ne faut pas imposer ce caractère-là, c'est-à-dire que je ne veux pas non plus choquer les gens. Chez les Indiens d'Amérique, il y avait un troisième et un quatrième genre, c'est-à-dire qu'il y avait les berdaches, c'était des hommes féminins, et puis il y avait les men-hearted women, c'est-à-dire femmes au cœur d'homme, qui étaient des femmes masculines et guerrières. Cependant, j'aimais bien le faire devant des individus masculins hétérosexuels pour leur montrer que finalement un garçon ça pouvait être aussi sexy et peut-être parfois aussi séduisant qu'une femme lorsqu'on met les deux en string. Et ça m'a beaucoup plu. Je suis artiste. Vers les années 2000, j'ai commencé à faire des poupées transsexuelles parce que un jour je me suis dit, les Barbies, elles font tout ce que font les humains. Barbie, elle est caissière, elle est docteur, elle est vétérinaire, elle est hôtesse de l'air. Et les Barbies, comme les humains, elles vont vouloir changer de sexe. Alors j'ai pris des têtes de Ken, je les ai mis sur des corps de Barbie. Enfin, j'ai fait des mélanges de genres avec ces poupées-là. En garçon, donc c'est Clément, 28 ans, décorateur dans le
dans le cinéma et en drague, donc c'est Émilie. J'ai été couronnée en septembre dernier Miss Drag Lyon 2020. Je faisais mes études en Angleterre, j'étais déjà danseur professionnel. Et en fait, j'ai acheté une paire de platform shoes. Je suis allé dans un magasin de farce et attrape, j'ai acheté 3 trucs en paillettes. Je suis allé dans une discothèque réputée de Londres. Il y avait une barre de pole dance. J'ai fait de la pole dance avec des platform shoes en faisant des pirouettes sur un seul pied et des vrilles, des saltos. Et en fait, la discothèque m'a embauché. Je me retrouvais avec mes potes chez eux et c'est là qu'on m'a initié au déguisement, mais qu'on m'a initié à plus forte raison à cette mentalité de liberté au travers des codes, au travers des styles. Très cigarette, moi j'ai commencé à faire la travelote justement avec mes potes parce que j'aimais me sentir libre. Ça, là-dessus, c'est une certitude. Et finalement, quand on pouvait se retrouver avec les copains en soirée, dans des soirées où on ne nous attendait pas, c'était surtout ça aussi le challenge, on appelait ça des travatacs. Et les travatacs, c'était justement d'apporter cette fantaisie, d'apporter ce punch et d'apporter finalement le glitch. C'est le petit virus qui va se répandre dans la tête des gens. Et puis petit à petit, les gens vont peut-être laisser tomber la cravate ou vont laisser tomber le sourire à l'envers. C'est voilà, tire la gueule pour être sexy. Nous, on ne répondait pas du tout à ça. Je me suis moi-même intégré à ce mouvement à un moment où je me suis vraiment effondré humainement. J'ai fait une énorme dépression. Et pendant tout le parcours thérapeutique, j'ai remis en question, j'ai porté un autre regard sur tout ce que j'avais l'impression d'être, de connaître et de savoir. Et à un moment donné, il y a cette féminité que j'avais jamais questionnée et qui est ressortie, qui m'a un peu sauté à la gueule. Et je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que je vais faire de ça ? Longtemps, je savais pas où il fallait que j'aille. On a commencé à se retrouver autour de l'électro dans des caves à Lyon, il y a à peu près 10-15 ans. Et c'était les soirées Bunny Slot, et c'est là que j'ai rencontré à ce moment-là des amis, des collaborateurs, des sœurs aussi. Est-ce qu'on peut avoir réellement un art et l'aimer sans en avoir le mode de vie qui va avec ? Quand j'étais drague, je faisais du shopping, j'allais m'acheter un pantalon pour tous les jours. Je passais devant un magasin d'accessoires pour femmes, et s'il y avait un bracelet qui me plaisait, en fait, je rentrais dans le magasin et je l'achetais. Donc en fait, les deux se mélangent forcément. En fait. Est-ce qu'on peut vraiment vivre pleinement son art sans finalement faire un art de vivre ? Ouais, art de vivre du coup. Art de vivre, c'est pas mal ça. Pour moi, je suis une âme androgyne qui transmigre dans un corps, un véhicule corporel actuellement féminin dans cette vie. Donc c'est une notion spirituelle. Je vis ça comme ça. Mais je veux dire que je ne suis pas mal à l'aise avec le fait d'être une femme biologique ou une femme socialement. Au début, j'avais l'impression de faire une erreur. J'avais l'impression d'être dans le faux, j'avais l'impression d'être dans le bizarre, dans le normal. La première fois que j'ai essayé des vêtements, c'était assez étrange. J'avais l'impression de ne pas être autorisée à le faire. Et en fait, c'est dans cet interdit que j'ai trouvé mes propres libertés finalement, que c'était aller là où je n'étais pas invité qui me ferait respirer, qui donnerait peut-être un sens en fait à ma vie. Le milieu du drag m'a aussi ouvert la porte de toute cette création artistique autour du personnage drag, et une fois que c'était lancé, là c'était vraiment parti et il n'y avait plus de machine arrière. Et Émilie est une période que je chéris énormément en tant que Clément. J'en ai besoin, j'ai besoin de savoir qu'elle est là et que je peux la retrouver quand j'en ai besoin. Petit tips maquillage, si comme moi vous souffrez d'un monosourcil absolument extraordinaire, n'hésitez pas à garder des poils au milieu, qui de toute façon resteront pas collés parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais du coup, ça va donner un repère quand vous allez tracer vos bordels, et ça va donner un petit peu de relief. Ça fait genre, oh, c'est une vraie femme ? Non, si, peut-être, les poils sont là, je ne sais pas, je ne sais plus. La culture de la drag queen en France, elle a eu plusieurs sursauts. Elle a eu plusieurs sursauts dans les années 80, c'était vraiment le mouvement punk. Il y a eu une immense artiste qui s'appelait Coccinelle, qui était justement une trans et une créature, car son fond de commerce était aussi sa transsexualité. Je ne peux pas passer à côté non plus de Michou, je ne peux pas passer à côté de Madame Arthur et tous les artistes en fait qu'il y a eu. Je ne sais combien de drag queens parisiens
Il y en a eu tellement, il y en a eu tellement. Mes influences, elles sont assez fortes. Ça peut être des influences gothiques, notamment 13e siècle, mais là on est sur de l'art sacré. C'est vrai que la musique classique, elle m'aide beaucoup et c'est complètement aux antipodes de ce que je peux faire au milieu de l'électro. Mais mine de rien, j'y ai trouvé une cohérence parce que je suis pas là que pour danser, je suis pas là que pour faire du show, je suis là aussi pour diluer mon âme dans celle des autres et faire de même réciproquement. J'ai tendance à être inspiré par beaucoup de choses. J'ai un tatouage là sur le bras, c'est une citation d'Alexander McQueen qui explique en gros que du paradis à l'enfer, la vie est une drôle de chose, la beauté peut venir de l'endroit le plus étrange, voire de l'endroit le plus dégueulasse. Et c'est vraiment un truc auquel je crois profondément, c'est-à-dire que n'importe quelle chose que tu vois, avec lesquelles tu interagis, peut être de près ou de loin une source d'inspiration. J'aime bien tout entendre finalement, puisque c'est aussi un grain à moudre pour s'en inspirer et pour faire réfléchir ou parfois pour faire rire, parce que c'est aussi mon ciment, je crois, le rire. Je pense qu'il faut beaucoup rire. Je m'inspire de la joie des gens aussi. Le truc que j'aime avec le drag, c'est que tu es un mec qui te maquille. Tu vas finir en perruque pailletée. Donc raconter de la merde, être over the top et être complètement à côté de tes pompes, c'est le truc le mieux qui puisse t'arriver. Si je dois vraiment parler de mon personnage drag, j'aime à l'imaginer un peu comme cette espèce de bourgeois célibataire un peu blasé par la vie. Ce genre de tata qu'on voit au mariage, qui est au fond de la salle, qui se murge la gueule, qui a jamais été avec personne et qui va regarder les jeunes mariés en disant putain, profitez-en les enfants, je vais pas durer. Tu vois, la nana qui a vécu beaucoup trop de trucs, qui a vaincu 7 cancers, qui a la voix éclatée par la clope, qui tourne aux antidépresseurs, qui a dilue, enfin, mais voilà, elle prend ses antidépresseurs avec du whisky. Tu vois, c'est ce genre de truc, un peu self-destruction, mais en même temps increvable. Et puis avec ce côté un petit peu d'une femme très élégante, genre Catherine Deneuve, Jeanne Moreau. Pour moi, c'est des femmes qui sont juste extraordinaires. J'ai eu un mentor. Et ce mentor, je lui dois tout, et c'est Madame Sangène de Bruxelles. Voilà. C'est l'artiste qui m'a fait passer de drag queen à transformiste. Voilà. Et qui m'a fait aimer cet art-là. Puis en termes d'esthétique, il y a certains artistes que j'aime beaucoup. Violette Chachki, par exemple, qui est une drag queen qui s'inspire énormément du milieu BDSM. C'est vrai que cet univers-là me plaît énormément, parce que je trouve qu'il y a une esthétique dans la représentation des corps qui, moi, me correspond énormément. Le corset, c'est un des premiers trucs que j'ai intégré à mon esthétique drag, et aujourd'hui, je ne fais aucun look sans avoir ce côté vraiment très graphique, en fait, très dessiné, très over the top. Je me suis beaucoup intéressé aux années 80. J'ai eu également mes mentors qui étaient les directs héritiers des années 80. Je pourrais au moins dire leur prénom, c'était Alexis et Nunut. Et 2 potes qui m'ont littéralement initié en fait à la travelotte. Parce que nous, le mot travelot, c'est évidemment une insulte qui a été proférée à l'encontre de ces jeunes PD qui n'avaient pas de pognon et qui ont essayé de s'en sortir et qui avaient une vraie richesse. She's beautiful. Et maintenant, on va passer au liner, sa mère. J'ai découvert mes premières drag queens très tôt, à une époque, voilà, je dirais à mon adolescence, où je surfais pas mal la nuit sur Internet. Et du coup, j'ai commencé à regarder petit à petit et je suis tombé. D'abord, ça a été RuPaul, et puis après, ça a été d'autres drags, mais sans forcément tout de suite découvrir le milieu drag. Je découvrais des personnages en me disant c'est génial, et puis les thématiques ou les films ou les clips dans lesquels je les voyais, c'était je découvrais en fait toute la culture qu'il y avait avec. RuPaul était un modèle, c'était un ovni et un modèle, et en plus il était médiatisé, et au-delà de son talent, il vendait des disques, il était sur tous les fronts. Et est-ce que la médiatisation de RuPaul au grand public est une bonne chose? Évidemment, évidemment. Est-ce que de montrer quelque chose au grand public, est-ce que le plus grand problème de l'humanité n'est pas l'ignorance? Si RuPaul, on en parle beaucoup, voire trop aux oreilles de certaines ou certains, eh ben c'est qu'on a réussi. C'est qu'on a réussi, et tant mieux. Et c'est devenu une vraie culture. Tout comme la culture hip-hop qui est inhérente à cette contre-culture des individus noirs qui se retrouvaient, qui exerçaient leur propre art et qui finalement ont réussi à imposer, à offrir un nouveau pan de la culture mondiale, mine de rien. Donc, moi, ça me rassure de voir que beaucoup de gens en parlent, c'est tout. Ça permet de voir que le drapeau LGBTQI, il flotte encore.
avec les coloris sans dépasser. Forcément, quand on est homosexuel, on a déjà vu, entendu ou vécu des violences. Oui, j'ai été insulté. Moi, je viens d'une génération où il fallait pas se montrer, où les établissements où on travaillait avaient des vitres fumées. Ce que je voudrais dire à ces gens qui ont un jour ressenti le besoin de me préciser que pour eux, je n'étais jamais qu'une sous-merde, que je ne méritais pas d'être là et que j'étais peut-être même dangereux pour leurs enfants et leur progéniture. Une réponse du tac au tac, aujourd'hui, ces gens, j'ai envie qu'il faut que je le fasse. Il fallait faire très attention quand on sortait de chez soi, quand on était dans sa voiture. Puis les mœurs ont évolué, il y a des gens avant moi et peut-être moi en faisant des gay pride, en faisant des événements et justement en montrant que c'est un art et peut-être un art de vivre que tout le monde peut tolérer. Cette culture queer, cette culture de la drag queen, elle a eu plusieurs sursauts. Donc dans les années 80, mine de rien aussi, il faut savoir que les homosexuels, ils faisaient partie des minorités, les minorités sexuelles, mais on avait aussi des minorités culturelles. On a également des minorités de genre, notamment la femme, qui a subi quand même pas mal de désagréments ces 2 milliers d'années passées. Cette évolution, elle risque d'être un peu abîmée justement par les catégorisations extrêmes. Et puis il y a eu un grand débat qui a changé beaucoup de choses, qui est le mariage pour tous. Et en même temps, cette égalité, elle a montré du doigt et stigmatisé finalement des personnes qui s'étaient accommodées des libertés qu'ils avaient. Honnêtement, aux gens qui sont un peu fermés, qui ont une vision, mais venez. J'aimerais tellement, m'installer à une terrasse et parler des heures avec eux et répondre à leurs questions. Eh bien écoutez, je pense qu'on va presque pouvoir passer aux faux cils. Comme tu blendes tes vrais cils avec les faux avec du mascara, tes faux cils sont couverts de mascara. Il y a une légende qui dit qu'il faudrait les nettoyer à chaque fois. Oh les cons! Finalement, c'est ça aussi la clé de voûte du queer. C'est qu'est-ce que l'apparence? Qu'est-ce que t'en as à foutre de mon corps? Intéresse-toi à mon âme, connard. Cultivez-vous, regardez l'histoire, regardez les arts, la littérature, parce que des personnages très queer, il y en a dans l'histoire. Je vous citerai Pierre Molinier, qui était un peintre surréaliste et un photographe d'autoportraits travestis. Oh my god, oh my god. Coming through. Si un jour tu dois te cracher en urgence dans la communauté LGBT, voilà, on sera là. Et il y aura toujours des connasses en talons et en paillettes pour défiler au moins une fois par an sur de la super musique, au moins pour dire aux gens, 1, on est là, 2, on sait faire la fête. Parce que quand on met une perruque, les gens vous aiment plus facilement. On sait faire la fête, le milieu de la nuit c'est le nôtre. Viens! Pour comprendre, il faut tester. Tu peux pas savoir quel goût a du chocolat tant que tu l'as pas goûté. Et pour 90% des personnes, le jour où ils y goûtent, ils aiment ça toute leur vie. Et bien faites la même chose avec les queers parce que ça a le goût de chocolat.